Voilà, ça tourne. Ok, donc le cours numéro 4. Donc comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui on fait 3 heures de CM, je sais que c'est un petit peu lourd, mais c'est parce que je voulais absolument avoir fait ce cours-là pour le TP de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le TP, c'est implémenter les deux algos qu'on va voir maintenant. On va aller doucement, on va déjà en faire un la semaine prochaine. Je pense, j'y vois un petit peu plus clair maintenant là, sur l'avancement qu'on a sur la plage du cours. Je pense que votre note... Allô, ça y est, je recommence. Je pense que votre note, elle sera faite... Vous savez, la note de contrôle continu, je vous ai dit, il y aura une note de TP. Je pense que ce sera plutôt projet. Et donc, projet, ce sera finir ce qu'on aura fait en une ou deux séances de TP sur ces deux problèmes. Okay. En C, c'est obligé ? En C, parce que je vais vous fournir des trucs qui sont faits déjà en C. Donc, et les refaire, ça serait un TP en soi-même. Oui, c'est pénible. Ouais. C'est vraiment pénible. Notamment tous les aspects lecture de fichiers, etc. Ouais. Donc en C, donc la prochaine fois, venez avec les machines et de quoi faire du C. On fera 3 heures de TP. Je vous aide à avancer sur le sujet que je vais préparer pour la prochaine fois. Donc le sujet, ce sera ça. Ce sera sur les arbres couvrants de poids minimum. Je pense que j'ai fait l'erreur de ne pas remettre le truc de motivation de ce problème que j'avais mis dans le cours d'introduction. Si vous vous rappelez, dans le cours d'introduction, j'avais donné un exemple qui était que ce genre de problème, par exemple, en pratique, ça pouvait se trouver si on a un problème de électrifier un ensemble de sites dont certains sont reliés par des voies de communication pour lesquelles on a chacun la longueur de la voie. Et si on cherche à relier tous les sites électriquement, c'est pas la peine de faire des grandes redondances on va pas mettre un câble selon toutes les voies parce que ça coûte cher. On va minimiser la quantité de câbles qu'on veut mettre pour relier tous les sites. Ça, par exemple, c'est exactement un problème d'arbre couvrant de poids minimum. Alors, peut-être je devrais commencer par ça, dire quel est ce problème. Donc le problème, on se donne un graphe simple, comme d'habitude, alors non orienté cette fois. Il n'y a pas de boucle et il n'y a pas d'arête multiple, comme toujours. Et il est pondéré. Il y a une fonction. Alors la pondération, c'est dans R. C'est pas positif. Là, dans mon exemple, j'ai pris positif, mais en vrai, nous, on fera dans R. Il peut y avoir des poids négatifs. Vous allez voir que là, contrairement au problème d'avant, les poids négatifs ne nous embêtent pas du tout. Un arbre couvrant d'un graphe. Couvrant, je ne parle pas encore de poids minimum. Un arbre couvrant, c'est un sous-graphe qui est un arbre. C'est-à-dire, c'est un arbre T qui est sur le même, c'est ça qui est important, hein, qui est sur le même ensemble de sommets que le graphe original et qui a un ensemble d'arêtes qui est certaines arêtes du graphe. Donc concrètement, ce que je veux faire, c'est là-dedans, je veux sélectionner certaines arêtes pour former un arbre qui contient tous les sommets, d'accord ? Qui contient tout V. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il est couvrant. C'est parce qu'il va contenir tous les sommets du graphe original. Okay, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un arbre couvrant. T en rouge, là, c'est un arbre couvrant. C'est un arbre couvrant du graphe G noir. Et nous, on va s'intéresser pas à n'importe quel arbre couvrant, mais à un arbre couvrant de poids minimum. Donc on a une fonction de poids sur les arcs. Devinez ce qu'est le poids d'un arbre. C'est la somme du poids de tous ces arcs, de tous ces arêtes. Okay, donc par exemple ici, le poids de T, ça va être combien ? 3 plus 7, plus 2, 14, 18 et 5, 23 et 2, 25. 25 si je ne me suis pas trompé. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va en chercher un de poids minimum. Okay, donc ici, c'est pas le minimum. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? L'arête 7, là, je la trouve un peu chère. J'aurais pu prendre l'arête 3 à la place. Ici, peut-être, j'aurais pu prendre 1. J'essaye de faire un truc pas trop mal. Là, je ne sais pas quel est le poids de ce truc, donc je ne le prends pas. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre peut-être celle-là. 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 Est-ce que j'ai tous les sommets, là ? Non, il me manque ceux-là. Voilà.
Ça, en vert, là, c'est aussi un arbre couvrant. Il passe par tous les sommets. Ok ? Et celui-là, le poids de cet arbre-là, que je vais appeler T', il est combien? 2 plus 1 plus 4 plus 2, on est à 9, 10, 12. Ah, il est beaucoup moins coûteux. D'accord? Et nous, ce qu'on va chercher, c'est à minimiser le poids d'un arbre couvrant. Donc, trouver un arbre couvrant qui soit le plus petit poids possible. C'est correct ou pas? Déjà, est-ce qu'il est bien couvrant? Je n'ai pas oublié le sommet, non? Est-ce que c'est bien 12? 6 et 4, 10? Non, c'est pas du tout 12. 14, 15. 15, c'est mieux? Voilà. Donc on va essayer d'en trouver un le plus petit possible. Donc, première observation, d'abord, pour que le problème ait un sens, pour que ce soit possible de trouver un arbre couvrant, après on verra un minimum. Déjà, pour que ce soit possible de trouver un arbre couvrant, il faut quoi comme condition sur le graphe de départ? Très simple, il faut qu'il soit Connexe. il faut qu'il soit connexe, d'accord? Il faut qu'il soit en un seul morceau. Sinon, il n'y a pas d'espoir de trouver un arbre, parce qu'un arbre, c'est connexe. Donc, il n'y a pas d'espoir de trouver un arbre qui va relier tout le monde. Donc, il faut que le graphe soit connexe, et bien sûr que s'il est connexe, ça suffit. S'il est connexe, on peut toujours trouver un arbre à l'intérieur. Ça, c'est peut-être pas si évident que ça à voir, mais on peut toujours. Okay. Si vous voulez me convaincre qu'un graphe connexe, on peut toujours trouver un arbre à l'extérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Avec ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous pourriez me dire? C'est pas tout à fait évident, ça, que je peux trouver un arbre. Soit vous me dites quelque chose de malin par rapport à ce qu'on a vu sur les arbres, soit vous me dites un truc plus brutal sur ce qu'on a fait sur les plus courts chemins, par exemple. Pour se convaincre que quand un graphe est connexe, je vais bien pouvoir trouver un arbre à l'intérieur. Ouais? Un arbre, c'est un graphe connexe sensible, techniquement. Oui? Du coup, si on a un graphe connexe, il y a forcément un arbre dedans. Ou ça, c'est pas clair. Pourquoi est-ce que tu as forcément un arbre sans cycle? Ouais, il faut dire quelque chose, c'est sur la bonne voie, mais tu as un graphe qui est connexe. Pourquoi tu as un graphe connexe à poil ras dedans? On ne sait pas ça. Il faut rajouter le sans cycle. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour obtenir le côté sans cycle? Ben justement, s'il y a des cycles, tu peux les casser, ouais. Tu peux retirer une arête. Ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux pour la connexité de retirer des arêtes? Si, mais pas dans les cycles. On a vu ensemble, une des propriétés les plus basiques qu'on a vues sur l'histoire d'arbres, c'est que dans un cycle, quand je retire une arête, je ne perds pas la connexité, parce que je peux toujours, si j'ai un cycle, je décide de retirer cette arête, je ne perds pas la connexité, parce que ce que j'ai perdu pour passer de U à V, en fait, je ne l'ai pas perdu, je peux toujours faire le tour par là. Donc dans un cycle, c'est sûr de retirer une arête, je ne vais pas perdre la connexité. Donc tu pars d'un truc qui est connexe et qui a des cycles, à chaque fois qu'il y a un cycle, tu enlèves une arête, tant qu'il y a des cycles, tu enlèves une arête, tu sais que tu ne perds jamais la connexité. Et dès qu'il n'y a plus de cycle, tu t'arrêtes. Et là, tu as un arbre. Donc ça, c'était le truc intelligent. Si vous voulez, subtil, si vous voulez utiliser un argument plus massu, vous dites un graphe connexe, je fais le parcours en largeur, ça me sort un arbre des plus courts chemins. Donc, en sachant que dans un graphe connexe, quand on fait un parcours en largeur depuis un sommet, on découvre tous les sommets accessibles, c'est-à-dire tout le monde. Et que l'arbre qui retourne, l'arbre de plus court chemin, du coup, il contient tout le monde. Donc oui, il y a un arbre. Par exemple, celui de plus court chemin. Bon. Mais je préfère l'argument constructif de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder la connexité et d'enlever les cycles. Je peux toujours enlever n'importe quelle arête dans un cycle. Je suis sûr que je ne vais jamais perdre la connexité. Okay. Ok, donc du coup, c'est bien un si et seulement si. Bien sûr qu'il faut que le graphe soit connexe, mais s'il est connexe, ça suffit. Je sais que je peux trouver un arbre dedans. Et nous, on va en chercher un d'arbre couvrant de poids minimum. Cet exemple n'est pas bon, mais celui-là, il est mieux déjà. Voilà, donc, voilà le genre de choses qu'on va essayer de faire. Et le problème, du coup, c'est trouver un arbre couvrant qui soit de poids minimum dans le graphe. Okay. Donc moi j'ai défini le problème avec des poids réels. Vous voyez qu'il peut y avoir des poids négatifs là-dedans. Okay. Est-ce que je peux me ramener à avoir que des poids positifs?
On ramène nos idées d'avant. Ah oui, c'est facile, je rajoute un truc sur tous les arcs. Vous l'avez déjà fait celle-là ou pas? Ouais, mais tout à l'heure ça marchait pas. On pourrait essayer. Je rajoute, donc je prends le plus petit poids négatif, d'accord? Sur mon exemple d'avant, c'était quoi? Il n'y a pas de poids négatif sur mon exemple d'avant, pas très heureux. Bon, je prends le plus petit poids négatif et j'ajoute assez pour qu'il passe au-dessus de 0, lui. Pour que tout le monde, du coup, passe au-dessus de 0. Donc je prends tous les arcs et j'ajoute le même truc. Ok, je fais, je ne sais pas, si par exemple le plus petit poids négatif c'était moins 4, je fais plus 4 à tout le monde. Hein, je fais plus 4 à tout le monde. Est-ce que ça marche? Ensuite, je résous l'arbre couvrant sur le truc où j'ai rajouté plus 4 à tout le monde et je dis c'est un arbre couvrant du premier. Et c'est un arbre couvrant de poids minimum du premier. Est-ce que c'est vrai ça? Pour le chemin, ça ne marchait pas. Je tente de me refaire. Il faut être pugnace, il ne faut pas lâcher l'affaire. Je pense que ça marche. Oui, pourquoi? Parce qu'on a toujours le même nombre d'arêtes dans un arbre courant. Exactement. Merci. Ce qui se passait mal tout à l'heure avec les chemins, qui était que les chemins ne se voyaient pas modifier tous de la même façon, qu'ils n'étaient pas tous à égalité vis-à-vis de cette opération. Pour les arbres couvrants, ils sont tous à égalité parce qu'ils ont le même nombre d'arêtes. Donc en effet, leur poids a changé, mais ils ont tous pris n fois 4. n-1 fois 4. Ils ont n-1 arête. Leur poids a tous augmenté de 4 fois n-1. Bah, du coup, le plus petit, c'est toujours le plus petit, quoi. Ils ne sont pas inversés. Donc là, cette fois, ça marche. De poids réel à poids positif, je peux vraiment faire comme ça. Argmin, là, si vous ne comprenez pas, ça veut dire l'argument. L'argument ici, c'était le T qui réalise le minimum de ça. Okay. Donc dans les poids modifiés, celui qui réalise le minimum, c'est toujours celui qui réalise le minimum pour les poids pas modifiés. Ce qu'on vient de dire. Rien de sorcier. Donc on peut ajouter 4 à tout le monde et tout le monde devient positif. Super. Est-ce que si je me prends l'envie que ce n'est pas un truc que je cherche à minimiser, donc oui, j'ai pris l'exemple des lignes électriques, mais vous aurez senti que c'est un truc qui revient dès lors qu'on cherche à connecter. En fait, ce qu'on cherche à faire là, c'est à connecter tous les sommets avec un coût le plus petit possible. Bien sûr que c'est forcément un arbre. Bien sûr que c'est forcément un arbre. Alors non, c'est pas forcément un arbre. Il dit des bêtises, mais c'est forcément un arbre si les poids sont positifs en tout cas. Bon, juste peut-être un truc. On revient sur les poids positifs, d'accord? Parce que si les poids sont négatifs, je ne pense pas que c'est forcément un arbre. La structure qui minimise le poids et qui connecte tout le monde. Je peux rajouter des arcs de poids négatifs en plus de l'arbre, c'est mieux. D'accord? Mais si les poids sont positifs, c'est juste un arbre. Et déjà, l'arbre, il minimise. Déjà, juste le fait de dire que c'est un arbre, ça minimise déjà un truc. Dans un graphe, l'arbre, c'est celui qui minimise quoi pour connecter le graphe? Le nombre d'arêtes. Et maintenant, je viens juste de changer le nombre d'arêtes pour, attention, il y a un poids sur les arêtes et je veux minimiser le poids total. Voilà, c'est tout. Mais l'arbre, déjà, de base, c'est un truc qui minimise quelque chose pour la connectivité. C'est celui qui minimise le nombre d'arêtes qui est utilisé. Bon, sauf que là, il y a en plus le poids. Donc c'est ça le seul changement qu'on fait là-dedans. Et si je voulais maximiser à la place de minimiser. Donc je veux toujours un arbre. Alors maintenant je force. Je veux un arbre et je veux maximiser plutôt que minimiser. Est-ce que j'aurais à tout refaire, les analyses, ou est-ce que je peux faire une transformation simple? Je sais chercher l'arbre de poids min, mais maintenant je veux chercher l'arbre de poids max. Comment je peux faire pour me ramener à arbre de poids min? Oui? J'inverse l'équivalent. Inverser, tu veux dire quoi? Je fais... Tu prends l'eau, Ouais, plutôt l'opposé. tu prends l'opposé, tu fais moins devant toutes les valeurs. Et du coup, ben ça c'est bon, ça marche. On prend moins sur toutes les valeurs. Donc avec la pondération opposée, le poids de t c'est moins le poids de t d'avant. Donc maximiser pour ça, c'est comme minimiser pour WT. Donc du coup, oui, ça marche encore. Si vous prenez l'opposé, paf, vous passez de maximiser à minimiser.
Et c'est bon, on peut prendre opposé on va savoir résoudre le problème dans les poids réels. Donc au final, pour conclure, si j'ai des poids réels, je peux toujours me ramener à des poids positifs. Si je cherche à maximiser, je peux me ramener à minimiser. Donc en fait, je peux ramener toutes les combinaisons de problèmes, soit poids réels, soit poids positifs, soit maximiser, soit minimiser, à minimiser avec des poids positifs. Donc moi, dans les exemples que je vais prendre dans la suite, ce sera toujours minimisé, et ce sera toujours des exemples avec poids positifs. Mais en fait, vous allez voir que le fait que les poids soient positifs ne joue aucun rôle dans les développements qu'on va faire. Dans l'algorithme et dans sa preuve, ça joue aucun rôle. En réalité, si les poids ne sont pas positifs, c'est pareil, c'est juste pour la simplicité de penser que je prends les poids positifs. Et puis, je pense quand même que le problème, il est plus naturel avec les poids positifs, justement parce que si on ne prend pas les poids positifs, la structure qui minimise le coût, ce n'est pas un arbre. Alors que nous, on dit d'emblée qu'on veut un arbre qui minimise. Donc c'est légitime si les poids sont positifs, parce que de base, la structure dans ce cas-là va être un arbre. On va faire deux algos pour ça. Un qui s'appelle l'algo de prime, un qui s'appelle l'algo de Kruskal. Les deux algos, ils ont exactement la même idée sous-jacente. Et quand je dis qu'ils ont la même idée, c'est carrément que leur preuve repose sur la même chose. Elle repose sur deux petites propriétés qu'on va voir maintenant. La première propriété, elle est simple à pleurer, mais ne pleurez pas. C'est que si j'ai un arbre couvrant, donc là j'ai un arbre couvrant T, ok ? J'ai un arbre couvrant T. Je vais essayer de faire un joli arbre. Ouais. Un arbre couvrant T. Je prends une arête UV qui n'est pas dentée. Une arête de G qui n'est pas dentée. Donc j'ai G. Une arête de G qui n'est pas dentée. UV. Je prétends qu'en fait, je peux obtenir un autre arbre couvrant, T', en remplaçant n'importe quelle arête du chemin de UAV dans T. Je prends n'importe quelle arête du chemin de UAV dans T, je l'enlève, à la place, je mets UV, ça me donne T', d'accord ? Et je prétends que ça, c'est un arbre couvrant. Donc c'est une opération simple pour passer d'un arbre couvrant à l'autre. Vous avez envie de troquer une arête que vous n'avez pas encore dans l'arbre, et vous pouvez le faire contre n'importe quelle arête sur le chemin qui relie les deux extrémités de cette arête que vous voulez rajouter. Okay ? Pourquoi ça c'est vrai que ça reste un arbre couvrant ? Donc là je me fous du poids pour l'instant. Pourquoi est-ce que c'est vrai que ça reste un arbre couvrant ? On n'a qu'à vérifier que c'est un arbre. Donc déjà, le nombre d'arêtes c'est le même. J'en ai enlevé une, j'en ai rajouté une. Le nombre de sommets aussi, c'est toujours le même. Donc j'ai plus qu'à vérifier, soit qu'il est connexe, soit qu'il est sensible. Le plus simple ici, je pense, c'est de vérifier la connexité. Qu'est-ce qui peut être dangereux pour la connexité ? Avant, T, il était connexe. Donc avant, vous pouviez aller de n'importe quel U à n'importe quel V dans T. Si vous le faisiez sans utiliser cette arête que vous venez d'enlever, qui s'appelle dans mon truc E'. Si vous le faisiez, si vous alliez de U à V sans utiliser E', vous pouvez toujours le faire dans T', puisque dans T', il n'y en a qu'une qui a disparu, c'est E'. Donc, si UV, le chemin de UAV dans T ne contenait pas E', c'est bon, U et V sont toujours connectés. Si par malheur, il contenait E', là je suis embêté et je viens de casser le chemin de UAV. Mais je peux toujours, ce que je faisais par E', en fait, je sais que je peux toujours le faire, parce que je peux faire le tour. E', je peux le remplacer par ce chemin. Donc en fait, si E' c'est par exemple XY, j'ai toujours un moyen d'aller de X à Y. Puisque l'arête UV, elle me permet de faire le tour par ailleurs. D'accord ? Donc même s'il y avait E', je peux la remplacer par un chemin, alors qui va sûrement me faire que le tout ne sera pas simple, mais je peux toujours aller de U à V, j'en suis sûr, parce que s'il utilisait E', j'ai qu'à faire le tour par ce truc-là. Donc il y a toujours un chemin qui va de U à V, même s'il n'est pas simple, c'est pas grave, c'est connexe. Donc ce machin-là, T', il a le même nombre de sommets que T, il a... la cardinalité de ce machin-là est égale. Il a le même nombre d'arêtes que T.
c'est-à-dire qu'il en a n-1, et T', il est connexe. Donc, avec tout ce qu'on a fait, vous savez qu'un graphe connexe avec n-1 arête, c'est un arbre. Et qui contient tous les sommets, puisqu'il a les mêmes sommets que T. Donc oui, T', c'est un arbre courant. Beaucoup de mots pour dire pas grand-chose. Si vous avez un arbre couvrant et que vous avez une arête qui n'est pas dans l'arbre, vous pouvez toujours la mettre dans l'arbre. Il suffit de virer une arête sur le chemin qui connecte UAV dans votre arbre. D'accord ? N'importe laquelle fait l'affaire. Bon, super, on a une façon de passer d'un arbre couvrant à un autre. Maintenant, on va aussi s'intéresser aux histoires de poids. Okay ? Donc là, on va rentrer dans ce qui fait que le cœur des deux algos va marcher. Les deux algos, ça va être un principe glouton. Donc c'est le premier bel exemple de glouton, on va dire. Mais en fait, les plus courts chemins, BFS, Dijkstra, c'était déjà glouton. Ce qu'ils prennent le plus proche à chaque fois, et ça marche. D'accord ? Donc c'est une forme d'algorithme glouton. Là, c'est encore plus joliment implémenté, le principe d'algorithme glouton. Donc un algorithme glouton, ça fonctionne comment ? Ça construit la solution incrémentalement. Ça veut dire en ajoutant un truc après un truc. Ça peut être un sommet après un sommet, une arête après une arête. Ici, c'est un arbre, on va ajouter les arêtes une par une. Ça va être une arête après une arête. Donc incrémental. On ajoute un truc à chaque fois, et à chaque fois, qu'est-ce qu'on sélectionne ? C'est pour ça que c'est glouton. Celui qui maximise une certaine fonction objectif à cette étape-là. Donc à chaque étape, je prends l'arête la moins coûteuse, le sommet le plus près, le sommet qui minimise f de je ne sais pas quoi avec f défini de façon très compliquée. Mais glouton, je prends celui qui minimise. Et ce qui est beau dans les algos gloutons, c'est que on me dit que l'algo est glouton si j'ai jamais besoin de remettre en question ce que j'ai fait dans les étapes d'avant. Donc je construis le truc incrémentalement en prenant le meilleur pour un certain objectif à chaque étape et je ne reviens jamais sur mes décisions. Si ça marche, c'est ça un algo glouton. Okay ? Donc là, c'est ce qu'on va faire et ça va marcher. Alors, reste à savoir quel est l'objectif qui va nous guider. Donc ce qu'on va faire, c'est nous sur les arêtes. Ce qu'on va ajouter, c'est une arête après une arête. Et quel est l'objectif ? Eh bien, on va prendre une arête, ce qu'on appelle sûre. Alors, une arête sûre, voilà la définition. Une arête, elle est dite sûre pour un ensemble d'arêtes F. OK ? Et pas pour n'importe quel ensemble d'arêtes. Vous ne pouvez pas parler d'une arête sûre pour un ensemble d'arêtes comme vous voulez. C'est pour un ensemble d'arêtes dont vous savez, bon, mais évidemment c'est un sous-ensemble d'arêtes des arêtes du graphe que je vous ai donné au départ, mais c'est pas ça surtout, c'est vous savez que F est inclus dans un certain arbre couvrant. Donc on va parler d'une arête sûre pour un ensemble F quand F c'est un truc qui est inclus dans un arbre couvrant. Là je peux m'intéresser à savoir est-ce que l'arête E elle est sûre pour F. Et qu'est-ce que ça va être sûr pour F ? Ça va être que il y a aussi un arbre couvrant qui contient F plus E. Donc je prends un F qui est contenu dans au moins un arbre couvrant. Je dis qu'une arête est sûre si je peux la rajouter à F et qu'il y a encore un arbre couvrant qui contient F plus cette arête. Bon, ben là, on voit exactement l'algo glouton. Une arête, elle est sûre si je peux la prendre comme prochaine étape dans mon algo glouton. Comme ça, je sais qu'il y a un arbre couvrant et je n'ai jamais à remettre en question. Tant que je sais que l'ensemble d'arêtes que j'ai sélectionné, il est dans un arbre couvrant, si ça reste comme ça jusqu'à la fin, ben, je suis tranquille. À la fin, ce que j'ai, c'est un arbre couvrant. Okay. Donc c'est ça la définition d'une arête sûre. Une coupe dans un graphe, c'est très bête, c'est une bipartition des sommets. D'accord ? Donc une bipartition des sommets, ça veut dire vous séparez les sommets en deux parties. Ça, c'est une coupe. Il y a la partie à gauche, je vais l'appeler A, il y a la partie à droite, je vais l'appeler B. D'accord ? Bipartition, ça veut dire A et B, ils n'ont rien en commun. C'est l'ensemble vide, l'intersection. Et quand je prends A union B, je retrouve tout le monde. Okay ? C'est ce que j'ai noté de façon un peu plus synthétique par dire d'un côté j'ai A et d'un côté le reste du monde. Tout sauf A. Okay ? Donc c'est ça une bipartition, c'est séparer les sommets en deux parties. Si c'est une bipartition propre, les deux parties sont non vides. Les deux parties sont non vides en fait dans une bipartition. Sinon normalement on n'appelle pas ça une bipartition. Maintenant je peux vous dire ce que c'est une coupe qui respecte un sous-ensemble d'arêtes F.
une coupe qui respecte f, c'est une coupe telle qu'il n'y a aucune arête de f qui traverse la coupe. Donc, par exemple, si elle respecte f, les arêtes de f, je vais les mettre en vert, elles peuvent être là, comme ça, d'accord? Mais il n'y en a aucune qui traverse la coupe. Si j'ai une arête comme ça qui traverse, non, non, non. Ça, c'est interdit. Ça ne respecte pas. Okay? Donc une coupe qui respecte un ensemble d'arêtes, c'est une coupe qui va séparer en deux sans qu'il y ait aucune de ces arêtes qui traverse. Okay? Et du coup, quand vous avez toutes ces notions, on peut énoncer le théorème, enfin le lemme 2, qui est celui qu'on va utiliser pour la correction des deux algos qu'on va présenter. Donc j'ai un graphe pondéré, je pars d'un sous-ensemble d'arêtes f tel que je sais qu'il existe un arbre couvrant qui le contient, cet ensemble d'arêtes, et je prends une coupe qui respecte f. D'accord ? Donc je pars d'un sous-ensemble d'arêtes f et j'ai une coupe qui respecte f. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas le droit de couper aucune arête de f. Voilà, comme ça. À gauche c'est A, à droite c'est B. Okay, ça c'est une coupe qui respecte f. Elle a intersecté aucune des arêtes de f. Et je prétends maintenant que si E est une arête, alors je vais faire un truc qui va plus vous plaire, un truc plus visuel. Disons que ma coupe, elle est comme ça. Okay. Je prends celle-là. J'en ai pris une tordue pour vous montrer que ce qui était important, c'était qu'il n'y ait pas d'arête de F qui traverse. Maintenant, j'en reprends une pas tordue. Si je prends une arête E qui réalise le minimum sur toutes les arêtes qui traversent, le minimum des poids, d'accord ? Tel que le poids de E, c'est minimum pour toutes les arêtes qui traversent la coupe. Alors celle-là, elle est sûre pour F. Ça veut dire que je peux trouver un arc, donc si celle-là c'est E, je vais la mettre en violet, celle qui minimise le WE. Si c'est E, je peux trouver un arbre qui contient F union E. Un arbre couvrant de poids minimum qui contient F union E. C'est ça le théorème, le lemme. Okay. Et c'est ça qui va faire que ça marche. Nous, on va toujours chercher une arête sûre. Donc si vous avez un ensemble dont vous savez que vous n'êtes pas planté jusqu'à maintenant, qu'il est dans un arbre couvrant de poids min, vous cherchez à l'étendre pour avoir un ensemble un peu plus gros, pour vous rapprocher de l'arbre final. Vous pouvez toujours le faire en cherchant une coupe qui respecte l'ensemble que vous avez jusqu'à maintenant et en prenant l'arête ou une arête de poids minimum qui traverse cette coupe. Ça, c'est toujours valide. L'ensemble que vous aviez plus cette nouvelle arête, il est toujours inclus dans un arbre couvrant. Chiche, on le montre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en construire un d'arbre couvrant qui contient F union E. D'accord ? Donc moi, mon but, c'est de construire T' qui contient les arêtes F union la nouvelle arête. Okay. Je veux que les arêtes de T' et que T' soit un arbre couvrant de poids minimum. Ok, ben je sais déjà que j'ai un arbre T qui contient F. Bon, ben s'il contient E, c'est fini. T égale T'. Donc je m'intéresse au cas où, par malchance pour moi, T, mon arbre couvrant qui contient F, il ne contient pas E. Et maintenant, je veux le forcer, je vais le transformer pour qu'il contienne E. Okay. Donc je vais construire un arbre T' qui contient F union E. Donc mon arête E, je la dénote XY. Donc j'ai un arbre couvrant T, je vais refaire comme tout à l'heure. J'ai un arbre couvrant T de poids min qui malheureusement ne contient pas l'arête E, ne contient pas l'arête XY. Ok.
moi je sais que E, elle est sûre pour une certaine coupe. D'accord? Donc E, elle est sûre pour F. Donc elle est sûre pour F, ça veut dire que... non, pardon, c'est pas ça que je veux dire. Un graphe, un ensemble d'arêtes inclus dans voilà, j'ai une coupe XY qui respecte F. D'accord? Donc je vais prendre cette coupe XY. C'est comme ça qu'a été défini E, parce que E, c'est l'arête de poids mine qui traverse XY. Okay? Donc j'ai une certaine coupe qui est traversée par XY. Donc ça, c'est ma coupe. A contre V privé de A. Ok, XY la traverse par définition. J'ai pris E, l'arête XY, c'est l'arête de poids mine parmi celles qui traversent XY. Okay. Et j'ai pris une coupe XY qui respecte F. Donc moi, je sais que mon F, là, que je me suis donné en violet, la coupe verte, là, elle le respecte. Ça veut dire que les arêtes de F, elles sont, je ne sais pas trop où, je sais qu'elles sont dans T, hein, que j'ai pris T qui contient F, mais pas E. Et surtout, je sais qu'elles ne traversent pas. Il n'y en a aucune qui traverse la coupe XY. Il ne me plaît pas du tout cet arbre. Ah, qui ne me plaît pas. Parce qu'on dirait que c'est facile comme ça. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon arbre, je ne sais pas combien de fois il va traverser la coupe. Faut que je rajoute des sommets alors. Hein. Je vais faire un arbre comme ça. Okay. Un arbre, ça, hein, truc rouge. Okay. Toujours pas de cycle. Vous voyez qu'il traverse plein de fois la coupe. Ça joue un rôle dans la démonstration, sinon la démonstration, elle devient trop simple. Donc moi, je veux faire un arbre T' avec les trucs violets, qu'on ne voit plus trop bien, qui sont là, les trucs violets et E, le truc bleu. Comment je vais faire? Mais je vais dire la chose suivante. Je vais dire, dans T, T il est connexe. Donc je suis sûr qu'il y a un chemin qui va de X à Y dans T. Okay, je prends le chemin qui va de X à Y, je vais le faire en orange. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, je veux pas le savoir en fait. Mais ce que je suis sûr, c'est que vu que X est à gauche, que Y est à droite, un chemin qui va de X à Y, un jour, il passe de gauche à droite, au moins une fois. Peut-être plein de fois, peut-être il passe de gauche à droite, il revient à gauche, il revient à droite, il revient à gauche, il revient à droite, et il finit par rester à droite pour aller à Y. Donc il y a au moins une fois, il traverse de gauche à droite. Donc ce que je veux dire, c'est que sur le chemin de X à Y, il y a au moins une arête. Il y a au moins une arête qui traverse la coupe. Ok. Cette arête, bon, évidemment, c'est pas E, puisque j'ai pris un chemin de X à Y qui passe pas par E, dans T, qui ne contient pas E. Mais aussi, je sais que cette arête-là, l'arête orange, c'est pas non plus une arête violette. Pourquoi ? Parce que la coupe, elle respecte l'ensemble violet. Donc, il n'y a aucune arête violette qui traverse la coupe. Et là, je suis en train de prendre une arête orange qui traverse la coupe. Donc, ce que je vais faire, mais c'est bon, j'ai gagné. Je vais enlever celle-là dans T. Okay, donc, mon T', ça va être T dans lequel j'enlève ce machin-là. Comment je l'appelle, ce machin-là? Je ne sais pas, X', Y'. J'enlève X', Y'. Et je rajoute XY. Ok. Voilà mon T'. Alors, T', je prétends qu'il est bon au moins pour une chose. Il contient toujours toutes les arêtes violettes, parce que le truc que j'ai enlevé, ça ne peut pas être une arête violette. C'est un truc qui traverse la coupe, les arêtes violettes ne traversent pas la coupe. Donc c'est sûr, il contient toutes les arêtes violettes. Et puis il contient l'arête E, puisque je viens de la rajouter à la main, l'arête E. Donc c'est bon, j'ai bien un truc qui contient F et E. Sauf que là, genre, j'ai pas dit un couvrant de poids mine quand même. Hein. Donc là, il me manque plus qu'un truc, c'est à montrer que T' défini comme ça, c'est un arbre couvrant de poids minimum. C'est un arbre couvrant, c'est le petit lemme qu'on a fait au début.
De toute façon, dans un arbre couvrant denté, là, je viens de rajouter l'arête XY qui n'était pas dentée et j'ai viré une arête sur le chemin de X à Y. Donc c'est bon, j'ai toujours un arbre couvrant. C'est le premier truc que j'ai montré. D'accord ? Donc ça, c'est OK. Le fait que T' il est couvrant, pour moi, c'est OK. J'espère que ça allait pour vous. Ça allait pour vous, vous voyez de quoi je parle ? Je viens de rajouter un cycle en mettant XY, ben j'ai pété le cycle en enlevant X', Y'. C'est ce qu'on avait montré premier lemme 1. Donc il est couvrant. Est-ce qu'il est de poids minimum ? Oula, ah là je ne sais plus. Là. Ben, il est de poids minimum, c'est vite vu. Hein. J'ai enlevé X', Y' et j'ai mis XY à la place. Si jamais XY, le poids il est plus grand que X', Y', ben, ça sera de poids plus gros que T. Si jamais le poids de XY il est plus petit, ça sera de poids plus petit que T. Mais T, je suis parti d'un arbre couvrant de poids 1000. Donc plus petit, c'est égal en fait. Donc l'enjeu, il est simple. C'est soit XY, c'est de poids inférieur ou égal à X', Y', et auquel cas c'est bon, soit c'est plus grand et c'est pas bon. Alors qu'est-ce qui me dit que c'est plus petit ? Ah, c'est hypothèse. Hein. C'est juste que j'ai pris pour E l'arête de poids minimum parmi celles qui traversent la coupe. Et X', Y' aussi, elle traverse. Donc je viens de changer une qui traverse la coupe pour XY. Mais je sais que XY, elle est de poids min parmi celles qui traversent la coupe. Donc je suis tranquille. Je sais que le poids de XY, il ne peut pas être plus grand que le poids de X', Y'. Et du coup, le poids de T', il n'est pas plus grand que le poids de T. Mais T, c'était un arbre couvrant de poids min. Donc T' aussi. Donc T', arbre couvrant de poids min, OK aussi. Eh bien c'est bon. Donc c'est vrai que E, elle est sûre pour F, parce que je peux toujours trouver un arbre couvrant de poids min qui contient F et E. On vient de le construire à la main, en rajoutant E et en choisissant bien ce qu'on enlève. En choisissant bien, c'est pas trop dur non plus. Hein. Une arête qui traverse la coupe sur le chemin de X à Y. Ça, c'est garanti que ça marche. Est-ce que ça va pour vous ? Ou est-ce qu'il y a besoin que je refasse ça une fois ? Ou deux fois ? Voir en essayant d'être plus clair. Ou est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous êtes à peu près convaincu de cette preuve ? Ouais. Okay. Bon, il y a les grandes étapes là qui sont décrites dans ces points. Okay. Donc par contre, partout, j'ai oublié que T, c'est un arbre couvrant de G 2 poids min. Hein. C'est un arbre couvrant 2 poids min, et nous, on veut construire un arbre couvrant 2 poids min. Ouais. C'est pour ça qu'il faut quand même se battre sur l'histoire du poids. Et c'est pour ça qu'on a besoin que E, ça soit une arête de poids minimum parmi celles qui traversent la coupe. Ok, eh ben c'est bon, on peut faire les deux algos, prime et cruscal. D'abord l'algo de prime. L'algo de prime, il va du coup utiliser ça pour faire croître un arbre en rajoutant à chaque fois une arête sûre. Donc il suffit qu'on trouve la coupe qui montre que cette arête elle est sûre. Chaque fois, pour une certaine coupe, l'arête qu'on va rajouter, ça sera l'arête de poids min qui traverse la coupe. Okay. Une coupe qui ne coupe pas l'ensemble F qu'on a déjà, c'est-à-dire l'arbre qu'on a construit jusqu'à maintenant. Donc il faut à chaque étape, quand j'ai construit un bout d'arbre, en fait un bout d'arbre c'est une forêt. Je vous avais dit des trucs qui ne sont pas encore connexes, qui n'ont pas de cycle mais qui ne sont pas encore connexes, on appelle ça une forêt. Donc je dois trouver une coupe de ma forêt qui ne coupe aucune des arêtes de la forêt, et je prends une arête de poids minimum parmi celles qui traversent cette coupe. Okay. Donc là, prime il fait ça de façon particulière. Il ne prend pas des arêtes à gauche, à droite dans le graphe, il prend des arêtes qui font grossir un seul arbre. Donc là, la forêt, elle se construit par petits bouts éparpillés, mais par un gros bout, qui est un arbre, et qui construit petit à petit, qui grossit petit à petit jusqu'à ce qu'il bouffe tous les sommets. Okay. Donc c'est ça qu'il fait. On part d'un arbre T, alors au début, l'arbre, il n'y a pas d'arête dedans, mais déjà on a choisi une racine. D'accord ? Donc au début, dans mon graphe, j'ai choisi... Ma forêt, c'est ça, c'est un nœud avec une racine et puis que des nœuds isolés. Et petit à petit, je vais faire grossir l'arbre qui contient la racine. Donc la première étape, je vais
dire, ah ben tiens, je vais rajouter cette arête-là. À la deuxième étape, je vais rajouter une arête qui touche ça. Peut-être ça, ou peut-être une autre. Puis à la troisième étape, je vais encore en rajouter une. Et je m'arrange du coup pour faire grossir le truc, pour qu'à chaque instant, ça soit toujours un arbre qui contient R. D'accord ? Jusqu'à ce que j'ai récupéré tout le monde. Donc à tout moment, les arêtes que je sélectionne, c'est un arbre enraciné en R. Donc c'est un gros arbre qui grossit. Dans le deuxième algo, ça ne va pas du tout être comme ça. Ok. Bon, là, je dis le graphique connexe et acyclique, c'est un arbre qui grossit. Un arbre qui contient R. La graine dont je suis parti. Et à chaque fois, du coup, si je veux le faire grossir de manière sûre, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser le lemme 2. Ça veut dire que... Ah ouais, non. Tu vois, ouais, super, je peux le déconstruire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand je vais vouloir le faire grossir, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais prendre une coupe qui respecte ce que j'ai. Donc la coupe, je vais la prendre très simple. Hein. C'est l'arbre que j'ai déjà construit contre tout le reste. Voilà ma coupe A, V privé de A. Okay. Et là-dedans, je vais regarder toutes les arêtes du graphe qui traversent. Et je vais prendre celle de poids 1000. D'accord ? J'ai dit, ah ben tiens, c'est celle-là, ben je vais prendre celle-là à l'étape d'après. Et je vais faire grossir mon arbre comme ça. Okay ? Donc c'est ça qui fait l'algo. Et ça c'est valide parce que justement, si je fais vraiment attention à prendre une de poids 1000 parmi celles qui relient l'arbre que j'ai déjà à tout le reste, eh ben, par le lemme de sûreté là, des coupes, ça me donne que cette arête elle est sûre. Okay ? Et dès que j'ai tous les sommets, je m'arrête. Ben, donc voilà l'algo, comment il s'écrit. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Pas grand-chose. Le truc qui nous guide, du coup, c'est... il y a un petit truc à dire. C'est que pour chaque sommet, je vais entretenir ce que j'ai appelé, peut-être de façon pas très heureuse, j'ai appelé ça le poids. En fait, surtout, je veux faire la différence avec la... Ça ressemble énormément à Dijkstra, ça. Mais, sauf que ce n'est pas du tout la distance à la racine qui m'intéresse, c'est juste quel est le poids de relier ce sommet à l'arbre que j'ai déjà. C'est-à-dire, quelle est l'arête de plus petit poids que j'ai découvert qui le relie. Okay ? Donc, c'est ça que je vais entretenir. Et à chaque fois, je vais prendre le prochain sommet, c'est celui qui minimise le poids. Donc là, c'est là où il faut y aller doucement et qu'on va faire dans la preuve. Donc blanc, c'est quand je ne suis pas dans l'arbre. Noir, c'est quand je suis dans l'arbre. Quand je prends U, je vais prendre l'arête U paire de U, elle sera dans l'arbre. Okay. Quand je mets quelqu'un dans l'arbre, donc là, je viens de décider que U, je vais le mettre dans l'arbre. Quand je mets quelqu'un dans l'arbre, qu'est-ce que je fais ? Mais j'entretiens le poids de tout le monde, de tous ses voisins. Donc je vais regarder tous ses voisins. Pour tous ces voisins qui sont blancs, c'est-à-dire qui ne sont pas encore dans l'arbre, si l'arête entre U et V, elle est plus petite que le poids que je connaissais pour l'instant pour V, ben je remplace. Je dis maintenant le poids pour V, c'est le plus petit truc qu'il connecte à l'arbre, c'est le poids de UV. Peut-être un petit exemple ? J'ai décidé que... Donc pour chacun, j'ai le poids. Okay ? Donc pour lui, j'ai son poids. Son poids, c'est le poids d'un truc qu'il relie à l'arbre. Donc je regarde, lui, le plus petit poids qu'il relie à l'arbre, c'est 2. Voilà, paf, je sélectionne du coup celle-là. Le plus petit poids. Et pour lui, ça veut dire que justement, j'ai une arête de ce poids-là, que j'ai stocké là dans l'algo, je le stocke dans paire. J'ai une arête de ce poids-là qui le relie à l'arbre. Okay ? Mettons que c'est là. J'ai une arête de poids 1 qui le relie à l'arbre. Qu'est-ce que je vais faire pour lui ? Ben, je vais regarder tous ses voisins, mettons qu'ils soient voisins de ces deux-là, et je vais actualiser le poids. Parce que maintenant, lui, là, alors mettons que là, le poids, ce soit 2, et là, le poids, ce soit 1,5. Lui, là, il avait poids 4, ça veut dire le plus petit poids pour le relier à l'arbre que j'avais déjà, c'était 4. Ouais, mais maintenant, il y a ça aussi dans l'arbre. Donc, il y a ce sommet. Donc, du coup, lui, son poids, c'est plus 4, c'est 2. Parce qu'il est relié à l'arbre déjà formé par cette arête-là. D'accord ? Donc, c'est ça que je fais pour toutes les arêtes voisines du nouveau sommet que je fais rentrer dans l'arbre. Donc là, je vais voir, lui, il avait poids 3. Ah ben là, maintenant, il a poids 1,5.
Parce que le mieux maintenant, c'est de passer par ce sommet-là. D'accord ? Donc je fais ça pour tous les voisins de U. C'est ça que fait l'algo. Ok ? Et du coup, à chaque fois, je retiens que le poids, c'est le meilleur truc que je connais pour aller de moi à l'arbre. Ben, je retiens aussi, c'est en passant par où. D'accord ? Je retiens ça d'ampères, comme d'habitude. Je dis, le sommet auquel je suis relié avec ce plus petit poids, ben, c'est U. Bon, ok, rien d'extraordinaire. Peut-être il faut mieux le regarder à tête reposée. Mais peut-être on peut le faire tourner après sur un exemple. Je ne sais pas si j'ai prévu un exemple. En tout cas, donc dans la suite, je note B pour les nœuds blancs, N pour les nœuds noirs. Et une remarque très simple que j'ai fait de suite, c'est que dans l'algo, il est où l'arbre ? Parce que là, on ne voit pas l'arbre. Ça doit retourner un arbre quand même. Le but, c'est de calculer un arbre couvrant de ce machin-là. L'arbre, c'est quoi ? Ben, c'est la relation paire. D'accord ? Ce que je calcule là, en fait, c'est le paire de chacun. Ok ? Donc une fois que j'ai le paire de chacun, ben, ça c'est un arbre. Okay. Si c'est connexe. Ok ? Donc il est là l'arbre, il est caché là. C'est décrit par le tableau paire. Et regardez ce que j'ai dit, c'est que à chaque fois là, quand je mets tous les sommets au départ sont blancs, à chaque fois que je mets un sommet U dans l'arbre, je le colore en noir. Donc au final, les sommets noirs, c'est exactement les sommets qui sont dans l'arbre à ce moment-là. Et les sommets blancs, c'est ceux qui ne sont pas encore. Au début, Q, la file là, dans laquelle je vais piocher les trucs, c'est tout le monde. Tous les sommets blancs. D'accord ? Et puis quand j'en prends un, je le sors de Q, je le colore noir et je le sors de Q. Donc Q, c'est exactement l'ensemble des sommets blancs. Et l'arbre que j'ai formé jusqu'à maintenant, c'est exactement l'ensemble des sommets noirs. Ça, c'est juste des observations de base en lisant l'algo. Ce que je voudrais plus ou moins vous prouver, c'est que pour tous nos blancs V, à chaque instant de l'algo, j'ai que le poids de V, le truc que j'ai associé à V, là, le poids de V, c'est exactement le poids min d'une arête qui le relie à l'arbre, qui le relie au nœud noir. Ok ? Comment on va montrer ça ? Ben, comme toujours, par induction. Au départ, dans l'algo, c'est vrai. D'accord ? Au départ, ils sont tous blancs et ils ont un poids infini. Lorsque U il devient noir, je maintiens ce truc-là. Moi, je prétends que l'algo, il est fait pour maintenir ça. Regardez, lorsque U il devient noir, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vais justement voir si le poids des voisins de U, il n'aurait pas changé. C'est-à-dire, je vais voir pour chacun des voisins de U, est-ce que l'arête qui le relie à U, elle n'est pas de plus petit poids que la meilleure arête qui le relie à l'arbre avant ? Parce qu'il y a un nouveau nœud qui est arrivé dans l'arbre. Donc en fait, c'est juste ça. Ça, c'est juste pour entretenir le poids, d'accord ? Avec le fait, avec l'événement que U vient de rentrer dans l'arbre, c'est tout. Donc quand U vient de rentrer dans l'arbre, pour tous ses voisins, c'est les seuls pour qui le poids peut avoir changé, j'entretiens le poids. Si c'est meilleur l'arête entre U et V, ben je dis que le poids, maintenant, c'est l'arête UV. Et si c'est meilleur, ben je dis que le paire de V, c'est U. D'accord ? Donc en plus, je retiens où est-ce qu'il est réalisé ce meilleur poids. Je ne veux pas juste savoir que le mieux pour le relier à l'arbre, c'est 2. Je veux savoir à qui il faut le relier dans l'arbre pour avoir poids 2. Okay ? Donc c'est ça que je retiens dans paire. Ok. Et du coup, voilà, j'ai bien ça. J'ai bien qu'à chaque moment, dans l'algo, à chaque moment, le poids pour un nœud blanc, son poids, c'est le poids de la plus petite arête qui le relie au nœud noir, c'est-à-dire à l'arbre. Okay. J'ai cette propriété tout au long de l'algo. Du coup, c'est facile de montrer que l'arête que je choisis, elle est sûre. Moi, ce que je veux montrer, c'est qu'à la ligne 7, à la ligne 7, j'ai choisi quoi ? C'est un peu caché. J'ai choisi un sommet. Je n'ai pas choisi une arête, j'ai choisi un sommet. Oui, mais ce sommet, il a un paire. Je l'ai choisi parce que c'était le poids minimum. Ça veut dire, j'ai choisi le sommet U parce que je sais que c'est celui, parmi tous les sommets blancs qui restent, que c'est celui qui se relie avec le poids minimum à l'arbre T que j'ai déjà formé.
Et donc, qu'est-ce que c'est l'arête que je rajoute? Ben, c'est l'arête entre U et son pair que j'ai stocké. Donc, en fait, l'arête qui est rajoutée, c'est l'arête entre U et paire de U. C'est ça que je rajoute dans T. Donc, moi, je veux montrer qu'à ce moment-là, à la ligne 7, l'arête entre U et paire de U, elle est sûre, au sens de la définition d'avant. Ben là, il n'y a pas trop de suspense. On le montre par induction. Donc, par induction, je suppose que T déjà formé est contenu dans un arbre couvrant. Et je vais montrer que T plus E est aussi contenu dans un arbre couvrant. Enfin, je vais montrer que E est sûr, donc T plus E sera aussi contenu dans un arbre couvrant à l'étape d'après. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est sûre? Il faut que j'arrive à montrer que pour une certaine coupe, c'est le poids mine qui traverse la coupe. Pour une certaine coupe qui respecte T. Alors, quelle coupe? Ben, on l'a dit déjà, hein, la coupe, elle n'est pas dure à trouver. C'est la coupe qui isole T. Je prends T contre tout le reste. Je prétends que l'arête entre U et paire de U, elle est minimum parmi toutes celles qui traversent là. Pourquoi elle est minimum? Ben parce que le poids de U, c'est le poids de la plus petite arête qui relie U. Mais moi, j'ai pris le sommet de plus petit poids. Donc en effet, du coup, l'arête qui le relie, la plus petite arête qui le relie, ben, c'est la plus petite arête qui traverse. Puisque parmi tous les sommets, j'ai sélectionné celui qui avait le plus petit poids pour se relier à T. D'accord? Et le plus petit poids, je sais qu'il est à T entre U et le paire de U. Donc oui, l'arête U paire de U, elle est sûre. C'est l'arête de poids le plus petit parmi celles qui traversent la coupe, T contre tout le reste. Noir contre blanc. Ok? C'est ça ma coupe. Blablabla, blablabla, c'est la même chose. Et oui, c'est plus dur à comprendre quand il est midi moins le quart que quand il est 9h30. Donc du coup, je montre juste ça. Je montre que l'arête, elle est le plus petite pour une certaine coupe qui respecte mon arbre T déjà formé. Du coup, elle est sûre pour T. Je peux la rajouter à T. T plus cette arête est encore inclus dans un arbre couvrant. Eh bien, je progresse toujours en restant dans un arbre couvrant. Et je rajoute une arête après une arête dans mon algo, comme ça. Et à la fin, quand j'ai tout connecté, ben, c'est un arbre couvrant de poids mine. Okay? Donc, l'analyse de complexité. Analyse de complexité. Ça, tout ça là, c'est que des instructions élémentaires. Regardez tout ce qu'il y a dedans, sauf peut-être ça. Ça, c'est pas élémentaire. Parce que ça dépend de la structure de données que j'utilise pour stocker les poids et pour extraire le minimum. Okay? Tout le reste, là, c'est des comparaisons, des manipulations de tableaux, c'est rien, c'est temps constant. Donc tout est en temps constant, du coup cette boucle, elle me coûte n. Celle-là, au départ, j'ai tous les sommets, je les sors un par un. Donc celle-là aussi, elle se fait n fois. Elle se fait une fois pour chaque sommet. Une fois pour chaque sommet. Et celle-là, pour chaque sommet, je vais devoir parcourir tout son voisinage. Donc pour chaque sommet, ça me coûte grand O du degré du sommet U. Quand je somme ça sur tous les U, oui, 2m, merci. La somme des degrés dans un graphe, c'est toujours 2 fois le nombre d'arêtes. Ok. Donc du coup, si je ne compte pas la complexité de faire ça, tout le reste, ça me coûte grand O de n plus m. Tout ça, ça me coûte grand O de m. Donc, c'est grand O de n plus m, plus la structure de données qui va me faire l'extraction du minimum de poids. Ça, je n'ai pas dit encore comment je vais faire. Eh bien, c'est exactement la même situation que pour Dijkstra, et d'ailleurs, c'est exactement la même chose qu'on veut faire. C'est une file de priorité où, bon, ok, la priorité, c'est plus la distance, c'est le poids, c'est tout. Et donc, je vais faire la même chose que pour Dijkstra. Ok, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ça? On l'avait déjà fait. Je vais faire la même chose que pour Dijkstra. Il faut extraire le minimum, actualiser le poids. Ah ouais, donc en fait, j'ai oublié un truc encore. Mais comme pour Dijkstra, vous voyez, j'avais promis.
Dans la preuve de Dijkstra aussi, j'avais oublié un truc. Il y a une autre opération qui a l'air anodine mais qui ne l'est pas, c'est celle-là. Parce que ça actualise le poids dans la structure de données. Donc une fois que j'ai décidé d'utiliser une structure de données compliquée, il faut l'actualiser. Donc je ne peux plus juste actualiser un bête tableau. Ce n'est pas forcément ça ma structure de données. Ok, qu'est-ce que je peux prendre pour la structure de données? Justement, premier choix qu'on avait fait, c'était un bête tableau. Un bête tableau, je fais l'extraction du min, je ne vais pas vous le refaire, hein, c'est la même chose que Dijkstra. Je fais l'extraction du min en O de n. Tout le reste me coûte O de 1. Donc au total, ça va me coûter O de n carré. Parce que je fais n fois l'extraction du min. Okay. Si je décide d'utiliser un tas binaire, donc l'extraction du min, elle doit être en log n, je crois. Et à peu près tout d'ailleurs est en log n. Okay. Donc je fais n extraction de min et je fais m fois actualisation du poids. L'actualisation du poids aussi est en log n. Donc je me retrouve avec n plus m fois log n. Ah là, au passage, mon graphe il est connexe. Parce que je le teste dès le départ s'il est connexe. S'il n'est pas connexe, je ne cherche pas un arbre couvrant. C'est pas possible, on l'a dit. D'accord ? Il n'y a pas d'arbre couvrant pour les arbres non connexes. Donc le graphe il est connexe. Donc s'il est connexe, j'ai m qui est plus grand que n moins 1. Donc du coup, le grand taux de n plus m, il devient grand taux de m. C'est anecdotique, hein, mais ça simplifie un peu la notation. Et si j'utilise la super structure dont je n'ai pas parlé très bien, mais le tas de Fibonacci, que vous allez peut-être implémenter dans le TP pour avoir 18 ou 19, eh bien, moi je ne pense pas que vous allez l'implémenter parce que ça doit être déjà fait dans une librairie obscure en C. On va peut-être pas refaire la roue. Si j'utilise le tas de Fibonacci, j'obtiens un truc qui est quasi linéaire perturbé par ce machin. Donc c'est vraiment la même situation que pour Dijkstra. Donc je ne m'appesantis pas plus que ça dessus. Je préfère vous montrer le deuxième algo, qui lui s'appelle de Kruskal. Il fait pareil, sauf que l'arête sûre, il ne la choisit pas au même endroit. Il ne choisit pas la même coupe, on va dire. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Alors lui, il y a un truc qui est plus simple. C'est qu'il ne va pas utiliser de structure de données compliquée. Ou pas trop. Pourquoi? Parce qu'il va faire un truc, c'est que d'emblée, il trie toutes les arêtes du graphe par ordre croissant. Okay, ça coûte un truc, mais en fait, il n'y a que ça qui va nous coûter cher. Vous savez que le tri, c'est O de n log n. Donc il trie les arêtes du graphe par ordre croissant, et après, il les prend une par une dans l'ordre. Là, une fois qu'on a dit ça, c'est fini, l'algo, il est défini, en fait. Vous pouvez pas... Il n'y a pas de choix sur ce que peut faire l'algo. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit décider pour chacune des arêtes, est-ce qu'il les prend ou est-ce qu'il ne les prend pas. D'accord? Il va faire qu'une passe sur les arêtes, dans l'ordre de poids croissant, et pour chacune, il va décider, je la mets ou je ne la mets pas dans l'arbre. Okay? Alors, j'ai une arête, je la mets ou je ne la mets pas dans l'arbre? Déjà, il y a un cas où je ne la mets pas. Dans quel cas je ne la mets pas? Ça, c'est l'arbre que... Enfin, l'arbre, c'est pas l'arbre, pardon, c'est la forêt. Parce que du coup, lui, il ne construit pas un gros arbre qui grossit. Il construit une forêt. Okay? Nouvelle arête qui arrive. Dans quel cas je ne vais pas la mettre? Pour sûr. Si ça risque de former un cycle. Ben oui, très bien. Et quand est-ce que ça forme un cycle? Par exemple, là où vous êtes, si on relie ce point-là à celui qui est juste en bas, ça fera un cycle. Eh oui. Et en fait, très bien. Donc si ça me forme un cycle, je ne peux pas la prendre, l'arête. Je suis en train de former un arbre. Il faudrait que je me débarrasse d'une autre, mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas remettre en question. Je veux faire un algo glouton. Je ne veux jamais remettre en question mes choix d'avant. Donc déjà, si elle me fait un cycle, je ne la prends pas. Mais quand est-ce qu'elle fait un cycle? Elle fait un cycle si et seulement si? Si elle connecte des puits ou des racines. Non, plus simple que ça. Ouais, si on est déjà connecté avant. Mais alors du coup, quand est-ce qu'on est connecté avant? Si on est dans la même composante connexe. Donc si on est dans le même arbre de la forêt. Donc il y a deux sortes d'arêtes. Il y a celles qui connectent à l'intérieur d'un arbre et il y a celles qui connectent entre deux arbres. Donc celles qui connectent entre deux arbres, je peux les prendre. Celles qui connectent à l'intérieur, je ne peux pas les prendre. Donc il n'y a plus qu'un truc. Donc ça, non, je ne prends pas.
Celle-là, je la prends ou pas? Ben, ça serait simple si l'algo, il ne se posait pas la question, qu'il apprenne à chaque fois. Celle qui peut pas prendre, il les prend pas. Celle qui peut prendre, il les prend. Ça serait chouette, ça. Et en plus, c'est tentant, parce que quand même, celle-là, je vous rappelle qu'on les a triées par ordre croissant. Donc si je suis en train de regarder celle-là, ça veut dire que toutes celles qui vont arriver derrière, elles ont un plus grand poids. Donc moi, j'ai envie de tout connecter ensemble. Là, on me propose de le connecter à un poids moindre que ce que on va me proposer plus tard. Mais j'ai envie de dire oui, quoi. Okay. Donc c'est ça qui fait l'algo. Il prend les arêtes une par une. Si elle connecte deux trucs qui sont dans la même composante, il dit non. Si elle connecte deux composantes différentes entre elles, il dit oui. Et il la rajoute comme ça, jusqu'à ce qu'il ait pris n-1 arête, c'est tout. Il est très très simple celui-là. Moi, j'aime bien cet algo. D'accord? Donc si elle crée un cycle, on la jette. Sinon, on la prend. C'est ça l'algo. Il n'y a qu'un truc du coup à résoudre. C'est qu'étant donné l'arête qui arrive, l'arête UV, il faut que j'arrive à décider un peu efficacement est-ce que U et V sont dans la même composante ou pas. Ça, c'est un problème que vous connaissez normalement, que vous avez rencontré. C'est le problème qu'on appelle union find. Donc, le fait de savoir s'ils sont dans la même composante, c'est find. C'est trouver dans quelle composante ils sont, regardez si c'est la même. Et union, pourquoi? Parce que quand je vais rajouter l'arête, je vais faire l'union de deux composantes en une seule. Okay. Donc c'est ça, je fais des unions d'ensemble en fait. Je fais des unions de composantes. Chaque fois que je rajoute une arête entre deux composantes, je fais l'union des deux composantes. Et moi, ce que je veux savoir à chaque instant, c'est étant donné les deux sommets, est-ce qu'ils sont dans la même composante? Donc en fait, je fais des unions de sous-ensembles et je demande deux sommets, est-ce qu'ils sont dans le même sous-ensemble? Ça, c'est le problème d'union find. Il y a des solutions pour ça. Donc l'algo, il fait ça. Au départ, tout le monde est, il n'y a pas d'arête dans le graphe. Tout le monde est isolé. C'est ça, initialisation. F, c'est la forêt. Donc dans la forêt, ils sont tous tout seuls. Tous les sommets, c'est un singleton. Je trie les arêtes par ordre croissant, et pour chaque arête, je vais regarder si l'arête, je tombe sur l'arête UV. Je me pose la question, est-ce que je vais la mettre? Si U et V, je fais find de U pour savoir dans quelle composante est U. Ça me répond dans la composante numéro 2. Je fais find de V, me dit dans la composante numéro 2. Et je dis non, je ne l'ajoute pas. Je la jette. Si je fais pareil et qu'il me répond 2 et 3, je dis oui, je la garde. Je la mets dans l'arbre. Okay. Donc si le find est différent, alors je la mets dans l'arbre. Et je fais l'union entre les deux composantes de U et V. Sinon, je ne fais rien, je l'ignore. Okay, pour ça qu'il n'y a pas de sinon là. Hein. Je la jette, en fait, il n'y a rien à faire pour dire je la jette. Je fais ça pour toutes les arêtes de V triées par ordre croissant. Je passe sur elles, sur toutes. Et quand j'ai fini, je retourne l'arbre que ça forme. Donc, celui-là est vraiment simple d'algo, je trouve. Il n'y a qu'un truc à faire, c'est la structure de données pour union find. La structure de données pour union find. Voilà. Ce qui est beau, c'est que la plus simple fait une complexité correcte. Parce qu'ici, je ne peux pas viser mieux que n log n, j'ai déjà trié les arêtes. Okay. Donc si vous me proposez une structure pour union find qui fait du n log n, moi c'est bon, j'achète. Pas très cher, j'ai rien sur moi, mais j'achète. Alors est-ce que vous connaissez une structure très simple qui fait de l'union find? Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez y penser. Le truc le plus basique, un peu comme la dernière fois, je vous ai fait le parcours de tout le tableau pour trouver le min, d'accord? Le truc le plus basique qu'on puisse faire pour trouver l'union find, c'est quoi? Ben, c'est qu'on fait un tableau, avec pour chaque sommet, dans le tableau, il y a marqué, il est dans quelle composante? Donc pour tous les sommets qui sont dans la composante 1, il y a marqué 1, 1, 1, 1, 1. Pour tous les sommets dans la composante 3, il y a marqué 3, 3, 3, etc. Un tableau pour dire à quelle composante j'appartiens. Quand je vais vouloir faire l'union, donc ça, ce qui est génial, c'est que find, quand je fais ça, find, c'est temps constant. Hein. J'ai juste à lire le tableau. Donc, find, je fais un grand taux de 1. L'union, l'union, ça va me coûter un peu cher, là, peut-être. C'est-à-dire que quand je veux faire l'union, par exemple, je veux unifier la composante 1 avec la composante 2.
faut que je fasse quoi? Ben, faut que je choisisse, ok, je dis, je vais en garder qu'une. Donc, je vais garder un identifiant, je ne vais pas garder les deux. Donc, par exemple, je vais garder l'identifiant 2. Ben, du coup, je vais dire à tout le monde, toi, tu n'es plus dans 1, tu es dans 2, toi, tu n'es plus dans 1, tu es dans 2, toi, tu n'es plus dans 1, tu es dans 2, toi, tu n'es plus dans 1, tu es dans 2, toi, tu n'es plus dans 1, tu es dans 2. Ça coûte un peu. On va voir combien ça coûte, parce que moi, je ne veux pas que ça dépasse O de n log n sur tout l'algo. Si je fais un parcours, par exemple, du tableau, là, c'est n à chaque fois, je vais le faire n fois, c'est n carré, c'est pas bon. Je ne voudrais pas dépasser n log n. Déjà, je m'aperçois que je n'ai pas été super malin quand même. Parce que là, j'ai dit à tous les 1 qu'ils étaient dans 2. Ouais, mais en fait, il n'y a que 2 2 et il y a 5 1. Donc j'aurais mieux fait de changer les deux, ça va plus vite. De changer les deux en 1. Okay, j'aurais mieux fait de dire non, toi tu es dans 1, non, toi tu es dans 1. Et je garde l'identifiant 1. Donc déjà, première idée, et elle suffit. Vous allez garder l'identifiant de la composante la plus grosse. Comme ça, il y a juste les identifiants de la petite composante à changer. Donc quand vous faites l'union d'une grosse composante, vous gardez les identifiants de la composante 1. C'est eux qui vont changer d'identifiant et qui vont tous devoir se mettre à jour que maintenant ils sont dans comp 1. Bon, mais ça ne me résout pas le problème parce que si pour les trouver, je dois quand même parcourir le tableau, même s'ils sont moins nombreux, ça ne marche pas. Oui, mais je peux entretenir à côté pour chaque composante. Je peux faire un tableau où pour chaque composante, j'ai la liste des sommets qui sont dans la composante. Ok ? Et là, ça commence à devenir efficace. Parce que là, par exemple, je vais marquer que c'est le sommet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, il y aura marqué qu'il y a le sommet 5 et le sommet 8 dans la composante 2. Du coup, je lis. Paf, accès en temps constant au tableau. Je dis c'est plus 2, c'est 1. Ensuite, 8, accès en temps constant au tableau. Je dis c'est plus 2, c'est 1. Et là, ça me prend un temps proportionnel à la longueur des listes. Donc, ça me coûte grand O de la plus petite. Alors, évidemment, il faudra que j'actualise les listes. Mais ça, c'est pas dur. C'est une union de listes. En deux rechaînages, là, de la fin, c'est le début de lui. Et voilà, c'est fini, quoi. D'accord ? Ça, c'est facile à faire. Faire des listes doublement chaînées. Vous allez le faire, ça, dans le TP. Donc, je peux entretenir ma structure de données vraiment dans ça. Donc, je peux faire l'union dans le temps grand O de la plus petite composante. Grand O de min de la taille de comp 1 et de comp 2. Est-ce que ça suffit à faire du n log n? C'est la seule chose de beau dans ce que je vais vous raconter là sur ce truc. Donc, j'espère au moins vous marquer sur ça. Oui, ça suffit. Pour le voir, c'est très très simple. Il suffit de, quand on dit ça en général, c'est qu'il fallait y penser, quoi. Enfin, il fallait y penser, mais si vous regardez ce qui arrive à un sommet, vous regardez combien de fois il va changer d'identifiant. Moi, je prétends qu'un sommet, n'importe lequel, il ne peut pas changer d'identifiant plus de log n fois. Donc c'est pour dire qu'au total sur l'algo, là, le grand taux de min machin, c'est-à-dire le grand taux de combien je change d'identifiant, quand je somme sur tout l'algo, ça va faire, je vais sommer un truc qui, pour chaque sommet, c'est log n. Donc en tout, ça fait n log n. Okay. Donc comment montrer que pour chaque sommet, ça ne peut pas changer plus de log n fois? C'est parce qu'un sommet, quand il change, c'est que sa composante est en train de s'unifier avec une composante qui est plus grosse. Donc la taille de sa nouvelle composante à laquelle il va appartenir après l'union, elle a fait plus que doubler. Elle a au moins doublé. Puisque lui, c'était le plus petit des deux, et il vient de s'unifier avec un truc plus gros. Donc la nouvelle composante, pour lui, si, de son point de vue, lui, il appartenait à une composante de taille 2, après il appartenait à une composante de taille au moins 4. Et s'il doit rechanger son identifiant, c'est que sa composante de taille 4, elle a fusionné avec une autre plus grosse, par exemple de taille 9. Donc maintenant, il appartient à une composante de taille 13. Donc à chaque fois, il passe de 2 à 4, de 4 à 13. À chaque fois, il doit au moins doubler. Et on peut doubler combien de fois avant d'arriver à être avec tout le monde? Avant d'arriver à avoir n sommets dans le même groupe. Un groupe qui est parti même de 1, il double combien de fois avant d'arriver à n? Log n fois, log à base 2 de n fois, au maximum. D'accord? Parce que la croissance, elle est en exponentielle en 2 en exposant quelque chose. Elle est au moins comme ça. Donc du coup, je suis sûr que chaque sommet, il ne va pas changer son identifiant plus de log à base 2 de n fois.
Et en tout, sur tout l'algo, tous les sommets, ils changent de combien? De grand O de n log n fois. Donc c'est très joli parce que cette petite idée de base de je vais changer les identifiants juste, je prends la structure la plus simple que je peux imaginer et je vais changer les identifiants juste de la petite composante parce que ça coûte moins cher. En fait, c'est pas juste un hack sur le coup, ça fait vraiment que la complexité elle passe de n carré à n log n. Ok, donc avec ça, du coup, on aura la complexité de l'algo. Donc là, je me suis un petit peu fourvoyé. Mais je vais faire m fois find. Et j'ai dit que find, je l'avais fait en grand O de 1. Union, je le fais au total sur l'algo. Total sur l'algo, je le fais en tout en grand O de n log n. Donc le temps utilisé pour la structure de données, en tout, c'est O de n log n. Même avec l'implémentation la plus basique de union find, il y a des implémentations beaucoup mieux que ça, qui font des performances beaucoup plus impressionnantes. Donc au total pour l'algo, ça va être... pourquoi m log n, j'y suis plus là? Parce que m fois quoi? Pour chaque arête UV, non, attendez, c'est m plus n log n là, non? Qu'est-ce que je raconte? Moi j'aurais envie de dire m plus n log n. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est correct ou pas là? Donc ça me coûte n. Ah non, trier les arêtes aussi, ça me coûte n. Ouais, si, c'est bon ça. Et ensuite, pour chaque arête, m, je fais un truc en temps constant. Un truc en temps constant. L'arrête dans l'arbre, ok. Et un truc où je dis qu'au total sur tout l'algo, ça ne va pas me coûter plus de n log n. Non, moi j'aurais dit m plus n log n. On aurait dit ça. Mais ça me paraît bizarre d'un coup là. Ah non, pardon, ok, non, ok. C'est le tri, c'est pas n log n. C'est pas les sommets que je trie, c'est les arêtes. Donc le tri, c'est m log n. Okay. Il y a m éléments à trier. Donc en fait, m éléments à trier, pardon, je suis un peu vite du coup, c'est m log m. Mais il se trouve que m, c'est pas plus que n carré. Et le log de n carré, c'est 2 fois le log de n. Donc il disparaît dans la constante grand O. Donc en fait, je peux mettre m log n. Ça revient exactement pareil. Le log de m et le log de n, c'est pareil. Parce que m est inférieur à n carré. Ok, donc oui, donc en effet, la complexité de l'algo, du coup, c'est exactement la complexité du tri. M log n. Donc si je reviens, j'ai fait que des bêtises. Ça coûte bien O de n. Ça coûte m log n. Et tout ça, par contre, c'est correct, ça coûte grand O de m plus n log n. Donc au total, ça fait du m log n plus du n log n. Ça fait du m plus n log n. Mais comme le graphe est connexe, et que le roi et la reine ne le veulent pas, ça ne sera pas m, mais ça ne sera pas plus n, mais je peux dire que m est plus grand que n moins 1, donc je peux tout majorer par m. C'est vraiment un détail d'écriture. En fait, ça et ça, c'est quasiment pareil. Ok pour la complexité. J'espère que je ne vous ai pas totalement perdu. Est-ce que vous êtes perdu? Non, vous êtes fatigué surtout. Ouais. Vous en avez marre. Donc, il reste une dernière chose quand même à prouver. Et après, on va finir sur un déroulé d'exemples qui sera facile à suivre. Puis on va les manger. D'abord, il faut prouver que l'arête que je rajoute, elle est sûre. Pourquoi est-ce qu'elle est sûre, l'arête que je rajoute à la ligne 8? Quand je décide de prendre l'arête UV qui est la prochaine par poids croissant, pourquoi est-ce qu'elle est sûre? Donc déjà, si je décide de la prendre,
c'est qu'elle connecte deux composantes. Donc elle est sûre pour quelle coupe? C'est où que j'ai fait ça? Ok, si je décide de la prendre, celle-là, là, c'est parce qu'elle connecte deux composantes. Elle est sûre pour quelle coupe? Cette arête-là, là. Elle est sûre pourquoi? Ben, elle est sûre pour une coupe qui, par exemple, isole cet arbre-là. Ok. Pourquoi? Ben parce que parmi toutes les arêtes qui sont là, donc qui sont à venir. Dit comme ça, c'est pas super bien clair, je trouve. Faut que je montre que toutes les arêtes qui traversent, on va le faire comme ça plutôt. Faut que je montre que toutes les arêtes qui traversent, elles ont un poids plus grand que celle-là. Okay. Celle-là, c'est la prochaine dans l'ordre des poids croissants. Donc celles qui ont des poids plus petits que celles-là, elles sont où? Ben, elles étaient avant dans l'ordre. Okay. Moi, je suis en train de considérer toutes les arêtes dans l'ordre. Okay. Dans l'ordre des poids croissants. U1, U2, V2, etc. Poids croissants comme ça. Donc, toutes celles qui sont disposées à faire foirer ma propriété, c'est celles qui sont avant. D'accord? C'est celles qui ont un poids plus petit que UV. S'il y en a une là qui traverse, ça ne marche pas mon truc. Pourquoi il n'y en a pas qui traversent? Parce que celles d'avant, il leur est arrivé que deux choses possibles. Soit j'ai décidé de les mettre dans l'arbre, auquel cas c'est une des arêtes rouges. Et là, regardez qui traverse mon truc bleu, il n'y a aucune arête rouge puisque j'ai pris la coupe qui isole un des arbres de la forêt. Donc il n'y a aucune arête rouge qui traverse. Donc celles qui sont vues inclure dans l'arbre, c'est sûr qu'elles ne traversent pas. Celles que j'ai décidé de ne pas inclure dans l'arbre, par exemple celle-là, à un moment donné, j'ai décidé que je n'allais pas l'inclure dans l'arbre. Ben, du coup, pourquoi j'ai décidé que je n'allais pas l'inclure dans l'arbre? Ben, c'est parce qu'elle est les deux pieds dans le même arbre. Elle était les deux pieds dans le même arbre à ce moment-là. Donc l'arbre il a grossi, elle est toujours les deux pieds dans le même arbre. Donc, encore une fois, elle ne traverse pas. Parce que moi, j'ai pris une coupe qui isole une composante. Et l'arête, là, en question, celle-là, là, elle est dans une composante. Donc, elle ne traverse pas entre deux composantes. Okay. Donc, du coup, toutes les arêtes de poids plus petits, c'est sûr qu'elles ne traversent pas la coupe. Donc, UV, elle est sûre pour cette coupe que je viens de définir. Et c'est pour ça que l'algo, il est correct. C'est qu'à chaque fois que que je trouve une arête, là, qui est la prochaine, si elle relie deux composantes différentes, eh ben, elle est sûre pour cette coupe que je viens de définir, la coupe qui isole une des deux composantes. Ok, super. Donc l'algo, il marche, il est dans cette complexité. Là, ça reprend ce que je viens de raconter. Là. Et tout est bien, sauf que moi, je ne voudrais pas que vous partiez. Déjà, je ne veux pas que vous partiez. Mais avant, je veux que vous ayez bien vu la différence entre prime et Kruskal. Donc on fait une exécution de prime. Prime, il part d'une racine. Choisissez-moi une racine. C'est moi qui l'a. Il n'y en a pas un qui s'appelle R d'ailleurs, ce serait plus simple. Non, il n'y a pas R. D, ok. Il part de D et à chaque fois, il prend pour continuer celui qui est de poids min, relié à D. Donc là, c'est C. Il prend ça. Entre C et A, c'est arbitraire. Entre C et... Il y a A aussi. A, ouais, c'est arbitraire, tu as raison. J'aurais pu prendre A. Et là, maintenant, c'est quoi le poids minimum qui relie à un de ces deux-là? Ben justement, par exemple, je peux prendre A. Il n'y a que A d'ailleurs, là, ce coup-là. Okay, parce qu'il a poids 1 pour se relier à un des deux bleus. Donc, je prends ça. Ok. Maintenant, c'est quoi le poids minimum pour se relier à un de ces trois-là? Est-ce qu'il y a un poids 1 qui se relie à un de ces trois-là? Oui. B, il est relié à lui par un poids 1. Ok. Je continue. Je veux me relier à ceux-là.
4, il y en a plusieurs ex aequo. Il y a plusieurs ex aequo. Est-ce qu'il y a des poids 2 qui se relient à ça? Non. Tu dis c'est 4 le prochain? Et H et K. Ouais, c'est possible. Donc, par exemple, alors lequel je prends? K? Pourquoi pas? Me relie à ça. Ok. Est-ce que maintenant, le plus petit poids qui me relie à un de ces bleus? K et L. Ah ben là, du coup, c'est le poids 3. Il y a L, ouais. Il y en a un autre ou pas? Non. Non. Il y a L, donc là, ce sera forcément L. Ok. Maintenant, est-ce que j'en ai encore de poids 3? Non. Non. Donc, je vais revenir au poids 4. Il y en avait un là. Il y en avait un là. Il y a L et I qui a été. Vous voulez prendre lequel? On fait, il y a L et I qui fait combien? 4 aussi. On prend ça? Ok. Ah, c'est vous qui l'avez dit. Je prends ça et je continue. Est-ce que j'en ai encore des poids 4? Oui, j'en ai un là, au moins. Il y a même 3. Ah, il y a 3, pardon. Ah oui, maintenant il y a 3. J, là, bien vu, parce que je suis obligé de faire ça, du coup, dans l'algo de prime. Ouais. Et puis, On revient sur 4. est-ce que j'ai un poids 4? Ouais, maintenant j'ai un poids 4 qui est là, c'est ça? Ouais. Là, ça me permet de faire un peu un saut, une exploration. Ah ben oui, parce que là, du coup, regardez, les prochains trucs, le 2, là, C'est E. ça va être ça, hein, qui va être plus petit. Ensuite, pour me relier à ça, qu'est-ce que j'ai de petit? Ben là, j'ai encore un 2. L. Où ça? Ah, il y a M qui a 1, bien vu. Heureusement que je ne fais pas tout seul, hein, j'aurais tout faux à ce truc. Il y a encore un 1. L. Il y a encore un 1 pour aller vers N, donc je suis obligé d'aller là. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que les poids, eux, là, ils ne sont pas du tout croissants par rapport à celui qu'on vient de faire. On a d'abord mangé une composante de 1, ensuite on est passé direct à 4, puis on est revenu sur du 3, puis sur du 4, puis maintenant on remange du 2 et du 1. Donc ça fait, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est surtout grossir à partir de un arbre. Après, est-ce que je peux continuer avec du 1? C'est F qui est relié par 2, ouais, de deux façons différentes, mais il n'y a que F. Ensuite, est-ce que j'ai encore du 1? Non, du 3, je pense. Hein. G. Il est où G? Là, avec 2. Ouais. Là, maintenant, je passe au 3. Je prends là, par exemple. Et puis, je finis avec 1. Ok. Ok. On a couvert tout le monde. Donc, vous avez vu comment ça s'est passé. Regardez la comparaison avec Kruskal, ça n'a rien à voir. Kruskal, j'ordonne dans l'ordre. Donc, je vais d'abord faire toutes les arêtes 1, puis toutes les arêtes 2. Donc, toutes les arêtes 1, je les prends. Est-ce que je la mets celle-là? Oui. Est-ce que je mets celle-là? Oui. Est-ce que je mets celle-là? Oui. Est-ce que je mets celle-là? Non. Celle-là, je l'oublie parce qu'elle est... elle connecte à l'intérieur d'une composante. Ensuite, est-ce qu'il y en a encore des autres d'arête 1? J'en vois une là. Du coup, je la prends. Elle ne connecte pas de trucs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a une là. Je la prends. Est-ce qu'il y en a d'autres? Une là. Je la prends. Vous voyez que ça grossit pas du tout de la même façon. Éparpillé là, cette fois, dans le graphe. Est-ce qu'il y a encore d'autres 1? Non, je passe à 2 alors. Où sont les 2? Il y en a un là, par exemple. Est-ce que je le prends? Oui. Ce 2-là, est-ce que je le prends? Oui. Celui-là, je le prends? Non, parce que ça... Pas bon. Celui-là, est-ce que je le prends? Oui, ça me fait un sommet de plus. Est-ce qu'il y a d'autres 2? Non? Je passe au 3. Ce 3-là, est-ce que je le prends? Si. Parce que, ok, ils sont tous les deux bleus, mais regardez, c'est entre deux composantes différentes. Il y a une composante là et une composante là. Donc celui-là, il me relie deux composantes différentes, je le prends. Ce 3-là, est-ce que je le prends? Non, parce que là maintenant, du coup, ils sont dans la même composante. Celle-là, je l'oublie. Ce 3-là, est-ce que je le prends? Oui. Est-ce qu'il y a encore des 3? Là, ici, easy. Ok. Est-ce que je passe au 4 du coup? Ce 4-là, est-ce que je le prends? Ouais, deux composantes différentes. J'ai pas oublié le 3, hein? Non? Ce 4-là, est-ce que je le prends? Ouais, c'est deux composantes différentes, encore ça. Ok, ensuite ce 4-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres 4 qui traînent? Là, ici. Et ouais, c'est déjà la même composante, là, en passant par là, comme ça, tac, tac, on revient là. Donc celui-là, je l'oublie. Est-ce qu'il y a d'autres 4? Oui, mais c'est aussi la même composante. Ils sont où? Ah, là-haut, là, ici, là. Celui-là, il est maintenant aussi dans la même composante en passant par là, donc je l'oublie. Est-ce qu'il y a d'autres 4? J'ai l'impression que non. Mais regardez, la façon, là, on a obtenu tout le monde. Hein. Donc en fait, en vrai, l'algo, là, il pourrait s'en apercevoir. Si plutôt qu'avoir écrit « je passe sur toutes les arêtes », j'écris « je passe sur toutes les arêtes » tant que j'en ai pas sélectionné n-1. Une fois que j'ai sélectionné n-1, je sais que je m'arrête.
Donc voilà, donc simplement pour vous faire sentir que, ok, le moteur qui fait que ça marche dans les deux cas d'algo, c'est cette histoire de une arête est sûre pour une coupe, mais n'empêche que les deux façons de faire, de l'utiliser, sont complètement différentes. Il y en a une, c'est un gros morceau qui grossit, c'est prime, et l'autre, c'est des petits morceaux qui grossissent à gauche, à droite de l'arbre et qui se connectent entre eux petit à petit jusqu'à être plus qu'un seul morceau. Donc voilà les deux différences qu'il y a entre prime et Kruskal. Lequel est le plus rapide au niveau complexité du coup? Je n'ai pas fait attention. C'est pas prime quand même? C'est prime avec l'implémentation Malin là, non? Ouais, c'est prime avec l'implémentation Malin. Mais Kruskal, au moins, c'est très simple à implémenter. Donc la prochaine fois en TP, on commencera par implémenter Kruskal avec le tri des arêtes et Union Find avec cette façon facile de faire Union Find. Monsieur. Oui. Prime, on ne peut pas l'utiliser en tant qu'algorithme Bluetooth pour le plus court chemin. Moi, je l'avais appris comme ça. Prime, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le plus court chemin? Je pense pas. En gros, on fait un Dijkstra de 2 en 3, sauf qu'au lieu de retenir à chaque fois la somme des poids, on regarde juste à l'instant T le pôle qui nous rapproche le plus rapidement. Là, comme ça, je dirais non, mais il faut voir. Mais je dirais non, parce que dans Dijkstra, tu te bases pas sur le même critère, tu te bases sur le critère de la distance à la source. Là, c'est vraiment le poids qui te connecte à l'arbre. Justement, c'est pour ça qu'il y a Bluetooth. Est-ce que le poids min, toi tu dis que le poids min qui connecte à l'arbre, c'est aussi un de distance minimale? Moi, je suis pas convaincu de ça. C'est pour ça qu'il n'est pas optimal. Ah, il n'est pas optimal, tu dis? Non, il est Pluton, il est pas mal, mais il n'est pas optimal. Mais est-ce qu'il calcule vraiment des plus courts chemins ou est-ce qu'il fait des fautes? Oh non, il fait des fautes. Ah, il fait des trucs pas corrects. Mais il est très rapide. Ah oui, d'accord, mais s'il calcule pas comme il faut, ouais, je n'avais même pas considéré. Ouais, d'accord. Non, on est d'accord, il calcule pas forcément un plus court chemin pour tout le monde. Ok. Ouais, il n'est pas optimal. D'accord. Ouais, ok, c'est possible. Ok. On en reste là? Bon appétit. Attendez, avant